C'est pas un métier, médecin. C'est quoi? Une espèce de malédiction. Quoi de neuf aujourd'hui, docteur? Mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Voix de médecin, le podcast de témoignages de What's Up Doc qui vous emmène dans l'intimité de l'exercice médical. C'est un privilège d'accompagner les fins de vie. Un privilège, et c'est extrêmement gratifiant. Ils sont cons, les autres, qui ne veulent pas le faire. Ils sont cons, tout simplement. Ils ignorent à côté de quoi ils passent. C'est un boulot extraordinaire. Celui que j'ai fait toute ma carrière de médecin, c'est un boulot extraordinaire. François Damas est un médecin retraité belge. Après une brève expérience de médecin généraliste, il a été réanimateur pendant 30 ans et chef du service des soins intensifs du CHU de la Citadelle, à Liège. C'est là-bas qu'il a créé et assure une consultation d'euthanasie depuis 2014 à laquelle nous avons pu assister. C'est un épisode de Voix de médecin un peu spécial puisqu'il accompagne la sortie du numéro 66 de What's Up Doc, Docteur, puis-je partir, les médecins face à la fin de vie. Avec François Damas donc, nous avons parlé de fin de vie, bien sûr, mais aussi de la loi Claes-Leonetti et de Confucius. J'ai eu une personne qui est morte quasi dans mes bras en médecine générale à domicile. C'est le premier mort, en fait, avec qui j'étais vraiment confronté, effectivement. Et donc, c'est une vieille personne qui devait mourir. Mais comme j'étais jeune médecin, on s'imagine toujours qu'il faut faire des choses. On ne peut pas rester passif. Et donc, j'ai poussé sous son thorax un petit peu et j'ai fait semblant de faire du bouche à bouche. Parce qu'elle était très vieille, ça me dégoûtait assez. Puis j'ai abandonné assez vite parce qu'effectivement, il n'y avait aucun espoir de récupérer. Mais ça a fortement impressionné la famille qui m'a vu faire ça. Et donc, ils ont été très reconnaissants. Ils ont été admiratifs de mon implication et tout. En fait, que j'avais rien fait de très efficace. Mais voilà, c'était mon premier contact. Ça m'a quand même pas tellement traumatisé. C'est un événement auquel j'ai repensé sûrement durant la journée et les jours qui suivent. Mais au-delà de ça, non. J'ai fait tout le bilan. Oui. Seulement, ça n'ira pas. J'ai été voir le docteur Leonetti, qui m'a bien expliqué tout ça. Je suis condamné, on ne sait pas soigner, en fait. Ah, vous avez une atteinte pulmonaire chronique qui ne sera jamais guérie. Voilà. Mais qu'on peut essayer de pallier. Avec ces méthodes de valve, on peut vous faire gagner quand même quelques années. Oui, voilà. Enfin, j'espère. Aux urgences et rien, bien sûr, on est confronté à la mort. C'est une expérience qui s'accumule et qui fait qu'on s'adapte peut-être ou on change sans en apercevoir. Hein. Ce que j'ai appris, c'est à me comporter de manière plus professionnelle et avoir des phrases ou des mots d'intervention qui étaient plus pertinentes. Les premières fois que j'étais confronté à la mort, j'ai surtout rien dit. Pour avoir une attitude plus construite et plus adaptée, il a fallu quelques années sans doute. Je sais que j'étais parmi les jeunes anesthésistes en formation, celui qui avait le plus de bouteilles parce que j'avais 3 ans de médecine générale. Et la médecine générale vous impose le contact avec les patients, chez eux, pas dans un hôpital où là on est protégé ou à distance des malades ou des familles. Et donc ça c'est une excellente école, la médecine générale, pour apprendre à parler aux gens et les écouter aussi. Je viens vous voir pour la bonne raison, pour si j'ai besoin de vous, je vous aurai. Si je n'ai pas besoin, tant mieux. Mais je ne veux pas, écoutez, j'ai vu des personnes souffrir. C'est-à-dire que mon mari est décédé d'un cancer du poumon pendant des heures, je lui ai vu que c'est pas possible. Mon frère pareil, et maintenant il y a 6 mois... Poumon aussi? Oui. Et il y a 6 mois, mon beau-fils. Personne ne voulait venir avec moi chez vous. Et je n'ai trouvé que ma fille, mon fils, non, je ne fais pas entendre parler de ça. Mon compagnon, pareil. Je dis, écoute, je n'aime pas non plus en parler, mais je veux une option, je ne veux pas souffrir. Voilà. Et je sais bien que cette maladie, ça m'ira pas au... Si, maintenant, voilà, peut-être que ça ira un peu mieux, mais je veux dire, ça ne va pas... voilà. D'accord. Je suis bien consciente que... Qu'est-ce que vous apportez de tout ça? Il y avait eu en l'an 2000 une procédure judiciaire qui avait arrêté 2 de mes confrères et qui les avait inculpés d'assassinat pour une fin de vie qui avait été accompagnée de manière anormale selon le parquet. Et donc j'ai pris la tête du service à cette occasion-là. Heureusement, les 2 confrères ont été blanchis, il y a eu un non-lieu, etc. Donc effectivement, c'était une procédure exagérée et disproportionnée. Je suis toujours en colère 25 ans plus tard. Les lois de 2002, heureusement, ont un peu précisé les choses, parce qu'effectivement, en 2000, les domaines restaient flous. Il n'y avait pas beaucoup de précision en termes juridiques. Et donc, maintenant, je pense qu'on peut analyser les accompagnements médicaux de fin de vie selon les 3 lois de 2002 qui permettent aux médecins d'affronter ces cas difficiles de manière adéquate et conformément à une règle juridique.
La première loi, c'est le droit du patient, qui permet aux patients de refuser des traitements ou de faire des directives anticipées. Donc, dans des conditions un peu compliquées où le médecin doit suivre l'avis du malade. Donc, c'est déjà une première chose. C'est le patient qui décide, c'est plus le docteur. Cette réforme n'est pas encore complètement comprise, 25 ans plus tard. Mais enfin bon, des décisions d'arrêt de traitement sur base de décisions du patient sont tout à fait admises maintenant. La deuxième loi, c'est les soins palliatifs, qui impose au docteur de faire en sorte que les fins de vie se passent dans les meilleures conditions possibles. Et lorsque les souffrances sont réfractaires, nous sommes tenus d'administrer les médicaments qu'il faut pour soulager les patients de ces souffrances. Et donc on peut aller jusqu'à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Et la troisième possibilité, qui appartient au malade, c'est la possibilité pour lui de choisir une aide médicale à mourir, c'est-à-dire une euthanasie comme on l'appelle en Belgique, dans les conditions prévues par la loi, qui sont une maladie grave, incurable, une souffrance constante, inapaisable, une demande claire, autonome, sans pression extérieure. Qu'est-ce que je vous dirais moi, comme conseil? Il est très difficile malheureusement pour un médecin, comme pour le malade lui-même, dans un contexte d'évolution de maladies respiratoires comme la vôtre, de dire que lorsqu'on arrive à une phase d'exacerbation et de difficulté, que c'est la dernière et qu'on n'en sortira pas. C'est extrêmement difficile. Ah oui, je m'en doute. Oui. Il est fort possible que dans des cours d'évolution de maladie, vous entriez un jour dans une situation de détresse qui s'installe en 24-48 heures. Ce n'est pas pour ça justement qu'il faut Non, je suis bien je suis bien conscient. On a bien compris. Oui, parce qu'on peut il y a tellement on fait tellement des choses maintenant. Voilà. Oui, non, ça j'ai bien compris. Je vais pas partir comme ça parce que voilà, maintenant 2 fois je suis venu aux urgences parce que j'étais vraiment en détresse, que j'ai dû appeler le SAMU et tout. Oui. Mais ce n'est pas pour ça que j'aurais dit à ce moment-là, je vais mourir. Non, j'avais peur de mourir. Dans mon rapport, dans le rapport que je vais faire, je vais mettre être explicite. Oui, bien sûr. Ben voilà, madame, c'est tout ce que je peux vous dire maintenant. Et pour l'instant, voilà, ce sera testé dans les dossiers médicaux. Et l'important, effectivement, c'est d'en prévenir le médecin traitant, parce que dans les cas aigus, il peut être amené à jouer un rôle. Donc il est important qu'il soit au courant. D'ailleurs, il va recevoir mon rapport aussi. Ah, d'accord. Quand je ne bouge pas, ça va? Au revoir. Eh bien, docteur, au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Lorsque les lois de 2002 se sont appliquées, progressivement, les personnes qui étaient confrontées à des demandes d'euthanasie, qui n'étaient pas à l'aise avec cette demande, se sont tournées vers moi, m'ont téléphoné, m'ont demandé conseil, m'ont envoyé des patients pour que j'évalue leurs demandes, et ainsi de suite. Voilà, progressivement, il y a quelque chose qui s'est créé, une demande qui s'est faite, et je répondais à la demande de manière informelle au départ, et puis on a ensuite formalisé la chose en créant cette consultation sur la fin de vie. Les rendez-vous sont pris par les patients eux-mêmes directement, ou par les médecins spécialistes ou les médecins généralistes qui ont besoin d'avoir un second avis dans le cadre d'une procédure d'euthanasie. J'ai commencé la fibromyalgie en 2009, je dirais que depuis, psychiatre tout le temps, au moins 1 fois par mois. Mais depuis l'année passée, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe en moi qui me dit il n'y a plus envie, l'envie n'est plus là. Les douleurs sont là, les douleurs sont manifestes surtout la nuit. Donc la nuit passée, je fais les allers-retours, divan, lit, etc. Manger, c'est compliqué parce que j'ai des problèmes à l'intestin irritable. Boire un verre, je ne sais plus. Donc je dirais que ma vie se résume. C'est un peu compliqué de parler de ça devant mon épouse parce qu'elle est au courant de ma démarche. Mais j'ai un manque de plaisir évident. La vie aujourd'hui ne m'apporte plus aucun plaisir parce que la maladie a pris le dessus. Et alors ici, pour le moment, depuis quelques mois, j'ai toujours la crainte que mon état ne devienne pire et je ne sache plus réagir moi-même. J'ai encore envie aujourd'hui de pouvoir prendre une décision seul. Il n'y a pas de raison que dans un avenir prévisible, vous soyez incapable de le faire. Oui, mais je pense que ce que j'ai besoin, c'est d'une assurance, d'une rassurance, que ma démarche puisse aboutir à avoir au moins, je dirais, un cadre qui existe. Beaucoup de médecins généralistes ne sont pas à l'aise avec la technique de l'euthanasie, qui est simplement une anesthésie générale, il n'y a pas de mystère. Mais il faut savoir mettre un cathéter, il faut connaître les posologies des médicaments, ils ne sont pas habitués à ce genre de traitement, évidemment. Et puis en plus, le geste en lui-même est chargé de manière émotionnelle assez forte pour la majorité de mes confrères. Et donc, je suis souvent appelé pour épauler un médecin qui a accompagné son patient dans toute la procédure et dans toute son évolution, mais
qui demande à ce que je sois là au moment du dernier acte, et alors je vais à les épaules, et oui, ça se fait encore très souvent, ça. J'ai parlé avec mes enfants. Vous avez combien d'enfants? 2, 35 et 33. Vous êtes grand-père? Oui, deux petites filles. Donc j'ai rencontré mes enfants il y a 15 jours pour leur expliquer ma démarche. Et comment se réalise-t-il? Ouais, dans un premier temps, de la colère, de la tristesse, une partie de l'incompréhension. Mon fils tout de suite m'a dit oui, papa, et les 2 petites filles ici, c'est vrai que c'est un bonheur, les 2 petites filles, hein, je l'accorde. Maintenant, j'ai l'impression parfois d'être devenu égoïste, d'être coupable d'abandon. Et d'un autre côté, je suis tellement mangé depuis le temps pour cette foutue maladie que... Vous avez une impression subjective catastrophique et vous présentez diamétralement autrement. Je le sais. Vous avez une bonne mine, vous avez une énergie peu banale et il faudrait qu'on vous aide à mourir. Je ne sais pas comment les autres sont d'accord avec ce genre de choses, mais moi je ne marche pas facilement, savez-vous? Moi ça m'ennuie parce que quelque part j'ai eu, je ne dirais pas que j'ai un avis favorable, mais votre collègue était quand même parti dans une option, donc là je suis vraiment perturbé. Parce qu'entre-temps, moi j'ai déjà fait des démarches. Je ne ferme pas la porte sur cette possibilité, mais je la trouve, en allant dans votre sens, un peu trop précipitée ou prématurée. Oui. Si on devait le faire dans les jours, les semaines qui viennent, ça me paraîtrait, non. Ça me paraîtrait beaucoup trop tôt. Mais si je ne fais pas cette démarche, quand vais-je la faire? C'est ça aussi dans ma question. Il n'y a pas de retard. Vous ne perdez pas du temps en reportant les démarches. Ah, c'est toujours ça, émotionnellement, bien sûr. Mais l'émotion, pour moi, est une émotion qui est une émotion positive. Accompagner quelqu'un dans la fin de vie, ça se passe le plus souvent assez bien. Parfois, ça se passe pas très bien parce que les circonstances ne sont pas propices. Et pour que ça se passe bien, il faut que le patient construise un vrai projet de fin de vie. Un vrai projet de fin de vie. J'explique toujours aux patients et aux familles qui viennent me voir ici, c'est qu'il y a 2 choses importantes. Il faut respecter la procédure légale, bien sûr. Mais ce qui est plus essentiel encore, c'est de construire le dernier parcours qui est de la signification pour eux et pour leur famille. Le dernier parcours de vie, il faut le construire avec le médecin bien sûr, mais avec son entourage pour que le dernier rendez-vous que vous allez fixer avec vos proches, que c'est une vraie signification, une vraie expérience partagée qui vienne clôturer, refermer votre dernier parcours de vie en essayant d'y mettre le plus non seulement de sens, mais de lien et de positivité, si je puis dire. Donc certaines personnes savent faire ça, pas tous, loin s'en faut, malheureusement. Un bel exemple, c'est celui d'un ancien voisin qui m'avait appelé parce qu'il avait un cancer dépassé, que j'ai rencontré 2-3 reprises. Et il avait parfaitement bien préparé les choses avec son épouse, son fils et sa fille. Sa fille, au départ, qui ne comprenait pas du tout, qui habitait dans une autre ville et qui devait revenir voir son papa de temps en temps et qui ne comprenait pas pourquoi son père voulait un peu précipiter les choses. Elle savait vraiment atteindre une grave maladie qui était devenue incurable. C'est quelque chose qui a évolué sur plusieurs années. Au bout de l'évolution, il avait des ennuis majeurs, mais qui n'altéraient pas son état général. Il avait encore une bonne présentation. C'était pas quelqu'un qui était amaigri et à bout de souffle. Il avait une cystite hémorragique. C'était épouvantable. Donc il a décidé de mettre fin à son calvaire. Il a bien fait les choses parce que quand il m'a appelé, il m'avait dit « Tu viendras mardi, tu peux venir pour 15 heures, ce serait bien ». C'était une belle après-midi ensoleillée. Il avait fait pousser son lit dans le jardin. On a partagé un dernier repas ensemble. On a ensuite pris le temps pour son épouse de faire un vrai cérémonial, un vrai rituel d'adieu, pendant que sa belle-fille jouait d'un instrument un peu tibétain. Là, il y a eu donc toute une série de textes lus, etc. Et puis, lorsque ça s'est terminé, il m'a dit, voilà, maintenant on y va, c'est à ton tour. Et donc, j'ai fait ce qu'il fallait. Et il s'est endormi très paisiblement, comme toutes les anesthésies, on s'endort toujours paisiblement, mais rapidement. Et donc, j'ai pu parler avec sa fille après, qui était rayonnante. Parce qu'au départ, elle était extrêmement anxieuse et inquiète de perdre son père. Elle trouvait ça
Et puis elle était revenue en fait le week-end avant, elle avait pu passer tout le week-end et le lundi avec son père dans une atmosphère d'apaisement. On sait que c'était la fin, puisqu'il faut bien mourir. Il avait choisi une manière de partir accompagné, dans la paix, dans la sérénité. Et il avait réussi à faire comprendre ça à sa fille. Ils avaient pu échanger les paroles qu'un père et sa fille, ou sa fille et son père, peuvent échanger de manière importante avant le dernier départ, la dernière séparation. Personne n'a pleuré, en fait, à la fin. Oui, il y a eu quelques larmes, bien sûr, mais ça n'a pas été les chagrins immenses. Non, ça a été un bonheur partagé de le voir partir comme ça. Elle m'a dit, je ne remercierai jamais assez d'avoir pu nous donner ça comme cadeau. Quand j'évoque des euthanasies, j'ai des larmes aux yeux très vite. Il ne faut pas être impressionné parce que c'est malheureusement ma capacité de maîtrise n'est pas suffisante à cet égard. Quand je fais une conférence, c'est comme moche d'avoir le conférencier qui commence à pleurer parce qu'il raconte une histoire triste. Vous savez que j'ai 83 ans. On n'est pas assez tard. Oui, je sais. Mais c'est bon, on les a quand même. Bon. Il y a deux choses qui me préoccupent. Moi, je voudrais bien faire ce papier-là. Si vous savez m'expliquer. Vous pouvez le jeter à la poubelle, madame. Je n'aime pas ces papiers-là. C'est quoi ça, alors? Alors, on va le lire. Hein. Monsieur, madame, demande que dans le cas où elle n'est plus en état d'exprimer sa volonté, un médecin applique l'euthanasie. Oui. Hein, ça va. Si on satisfait à toutes les conditions fixées dans la loi. Vous savez ce que c'est que ces conditions? Je ne sais pas, monsieur Damas, je viens vous voir pour ça. Les personnes qui viennent me voir ne viennent pas uniquement pour l'euthanasie, ils viennent aussi pour rédiger des directives anticipées, pour savoir quelles sont les possibilités, connaître un peu leurs droits ou les moyens qu'ils doivent utiliser, voilà. Donc, pour moi, ça, vous pouvez le faire, hein, mais ça ne vous met pas à l'abri du fait qu'un jour vous fassiez un AVC, que vous êtes aphasique, mais vous n'êtes pas inconsciente. Et tutut berlute, ce papier ne sert à rien. Oui, donc j'ai un mauvais papier. Voilà, il y a la loi sur l'euthanasie qui vous donne l'autorisation de faire des déclarations anticipées d'euthanasie, mais ce qui est plus important, il y a la loi sur les droits du patient qui vous donne le droit ou la faculté de faire des directives anticipées. Donc, et on ne peut pas faire une piqûre pour s'endormir? Si j'ai perdu 7 amis, hein, évidemment, à mon âge. Oui. De tout. Des mauvais soins aussi. Oui. Il y a beaucoup de mauvais soins et de mauvais docteurs. Oui, voilà. Oui. Je ne devrais pas le dire, mais je le dis. Oui. Mais donc, moi, on m'a dit qu'il fallait que je remplisse un papier. Je vous conseille de lire ça en totalité, de le réécrire ce qui vous convient ou en modifiant les choses. À la main, c'est mieux. Oui. Comme un testament holographe, pour être sûr que c'est bien vous qui l'avez. Oui. Ça a autant de valeur qu'un testament holographe, mais vous l'écriviez vous-même. Vous faites ça et vous me l'envoyez, et je le mets dans votre dossier médical ici. Je vous dois. Rien. Bon, c'est trop gentil. Vous savez une facture de l'hôpital, savez-vous? Oui, une grosse. J'allais vous en passer. 22,30 €. Je vous ai bien revoir. Au revoir. Et là, qui viennent aussi pour des demandes d'euthanasie claires. Alors, je leur explique la procédure. Souvent, je dois prendre le rôle du médecin qui rend un second avis. Quand la mort est prévisible à brève échéance, il faut 2 médecins. Quand la mort n'est pas prévisible à brève échéance, il faut 3 médecins. Et les gens qui viennent parler d'euthanasie 1 ou 2 ans avant leur terme, hein, ils savent qu'ils sont atteints d'une maladie, un cancer ou une SLA. Ils savent que pour le cancer, c'est possible, c'est pas encore sûr. Pour la SLA, c'est sûr, mais on ne sait pas combien de temps, puisque l'évolution est très aléatoire et très individuelle. Et donc, on ne fixe pas de rendez-vous, jamais. C'est excessivement rare que je fixe un rendez-vous ici. Ces personnes qui viennent me voir ne viennent pas pour construire la phase terminale. Il faut encore la faire. Souvent, d'ailleurs, je rends un avis en disant qu'ils sont dans les conditions, mais qu'il y a encore à construire la dernière phase, qui permettra l'accomplissement d'un geste dans des conditions correctes pour que ce dernier geste soit possible et soit en réalité transformé en un des actes de soins.
J'ouvre notre second débat. Il porte sur une réforme que le président de la République hésite à mettre en place, celle de l'euthanasie après avoir lancé... Un projet de loi sur la fin de vie sera présenté au Parlement en mai prochain pour permettre notamment une aide à mourir, a précisé le chef de l'État Emmanuel Macron. Une cause qui doit trouver, comme je l'ai promis, une traduction dans une loi. Il existe pourtant déjà un texte qui encadre la fin de vie. Voté en 2016, la loi Claes-Leonetti renforce les droits des malades contre l'acharnement thérapeutique. La loi Claes-Leonetti est un progrès parce qu'ils ont effectivement donné la possibilité aux médecins d'agir de manière active, quitte à précipiter la mort. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de majeur. Malheureusement, ils ont dit aussi que cette loi était faite pour éviter l'euthanasie. Et c'est quoi l'euthanasie? Sinon précipiter la fin. Ils ont donné une loi qui est impossible à appliquer. Parce que la personne qui voudrait bien être aidée à mourir en étant endormie, eh bien, on va attendre le dernier moment du dernier moment pour ne pas subir de reproche d'avoir précipité la fin. Et donc, les personnes qui sont atteintes des SELA, par exemple, elles pourraient très bien dire, voilà, je ne suis plus capable de manger et de boire, j'arrête l'alimentation et l'hydratation, donc je vais mourir de faim, ne me laissez pas mourir de faim, endormez-moi. Eh ben non, c'est pas accepté, alors que cette loi pourrait très bien être appliquée de cette manière. Et elle ne l'est pas, parce que les médecins ont peur d'avoir le soupçon d'avoir décidé une euthanasie déguisée. La loi qui permet une sédation ne peut être appliquée que si l'euthanasie est acceptée à côté. Ce sont deux choses différentes, ce sont deux choses possibles, mais elles sont rendues possibles l'une comme l'autre si l'une comme l'autre existe. Et que si l'euthanasie est acceptée, eh bien, on peut se permettre de faire des sédations. Parce qu'on explique, ben voilà, si on avait voulu faire une euthanasie, ben on aurait fait l'euthanasie, on aurait fait la procédure. Mais ici, on était dans le cadre d'une sédation. Ben, il y a 2 ans d'ici, je suis venue vous trouver. Ben oui, j'ai vu que j'avais un petit rapport vous concernant déjà, effectivement. Voilà, donc j'avais un cancer du poumon. Oui. Donc j'ai fait la chimio et des traitements assez hard, avec chimio, radiothérapie, etc. Je me rappelle que quand je suis sortie d'ici, j'ai dit, oh, je ne veux jamais plus vous voir. Vous avez fait tellement peur. Donc, la deuxième série de chimio, j'ai cru que je partais. Heureusement que j'ai eu Marie-Claire près de moi. Et là, j'étais pour l'euthanasie. Parce que j'ai dit, voilà, je veux partir. Donc voilà. Et vous n'en pouviez plus à ce moment-là? J'étais très loin. Où en est votre cancer maintenant? Il est contrôlé. C'est magnifique ça quand même, hein, comme résultat, c'est inespéré. Ah oui, voilà, c'est inespéré. Et donc depuis là, vous êtes en surveillance et ça va bien. Et je vais très bien. Que demander de plus? Que demander de plus? Par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est maintenant, donc ma famille est au courant que je suis pour l'euthanasie, mon médecin généraliste. Oui. Et est-ce que je dois faire des démarches autres si, par exemple, je fais une rechute? Ça reste dans ma tête, en fait. Hein, mon problème de santé reste quand même... Vous ne quittez pas complètement. La loi sur l'euthanasie remet en cause, effectivement, une partie de notre renseignement et une partie de notre pratique. Parce qu'on autorise le malade à choisir lui-même et pas le docteur. Et donc, ça fait descendre du piédestal les docteurs. Et les médecins qui s'expriment et qui parlent sont souvent les médecins les plus âgés, les plus anciens, qui ont été habitués à avoir une prééminence. Hein. Ça leur fait voir la manière d'agir tout à fait différemment de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Et c'est normal que cette remise en cause provoque des résistances. Maintenant, quand vous faites une interrogation des médecins en Belgique, vous avez sans doute 80% des personnes qui sont favorables à la loi, il y a 80% favorables et que 10% qui sont d'accord à réaliser l'acte eux-mêmes. Hein. Ça va changer progressivement. Il a fallu 10 ans pour qu'on constate, on observe une augmentation du nombre de médecins qui le faisaient. C'est un privilège d'accompagner les fins de vie. Un privilège, et c'est extrêmement gratifiant. Ils sont cons, les autres qui ne veulent pas le faire. Ils sont cons, tout simplement. Ils ignorent à côté de quoi ils passent. C'est un boulot extraordinaire. Celui que j'ai fait toute ma carrière de médecin, c'est un boulot extraordinaire. Le plus grand enseignement de ma carrière, c'est de constater que la phrase de Confucius est possible. Confucius a dit un jour, je ne sais pas à quel propos, mais c'est rapporté, le jour où tu es né, tu pleurais et tout le monde riait autour de toi. Fais en sorte de mener ta vie que le jour de ta mort, ce soit toi qui ris et que tout le monde pleure autour de toi. Je racontais des expériences d'accompagnement de fin de vie à un ami et il me dit, ce que tu me racontes, c'est ce que Confucius disait. Effectivement, donc c'est possible ça. Parce que quand on y songe, pouvoir rire à la fin de sa vie, avoir tout le monde qui pleure, comment est-ce que ça peut être
impensable, ça. Hein? Et alors, manifestement, la loi en Belgique a permis ce genre de choses. Bon, ça peut être vécu en soins palliatifs, hein, des soins palliatifs qui ont de très belles histoires à raconter. Mais là, c'est quelqu'un qui dit au revoir avec le sourire et qui dit « Allez-y, docteur », et on y va. Et c'est fini. Et bien sûr, tout le monde pleure autour. Mais pas lui. Si le sujet de la fin de vie vous intéresse, rendez-vous le 24 septembre dans votre boîte aux lettres ou sur le site whatsupdoc-lemac.fr pour la sortie de notre numéro 66. Docteur, puis-je partir ? Les médecins face à la fin de vie. Témoignages, reportages et décryptages vous attendent et en plus, c'est gratuit. Alors à très vite. Voix de médecin est un podcast de WhatsUpDoc disponible une fois par mois partout où vous écoutez des podcasts. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le avec vos proches et mettez-nous des étoiles. Le tournage, l'écriture et la réalisation ont été assurés par Margot Kefelec. Le directeur de la publication, c'est Mathieu Durand et le rédacteur en chef, Luc Angevert. Le générique est composé d'extraits du film Hippocrate réalisé par Thomas Lilti, du dessin animé Bugs Bunny et d'une archive de l'INA. À très vite!